J'espère que cette fois-ci, ça marchera mieux. OK, voilà, très bien. Donc, on passe au chapitre suivant sur... Ah, là, il y a une personne qui n'entend pas. Alors, je pense que le souci, il est là. D'accord. Bon, je vous donne quelques secondes de résoudre ce problème et je continue. Bon, donc, on va essayer de faire aujourd'hui quelque chose qui est un peu qui est un peu l'inverse de la construction de quotient. C'est-à-dire que dans la construction du groupe quotient, on est parti d'un groupe. Aïe. Alors, on a deux personnes qui n'entendent pas, mais je pense que le souci... Ouais. Alors, on va attendre peut-être encore quelques secondes pour que tout le monde arrive à résoudre ça. Peut-être la prochaine fois, on va essayer de commencer. OK, très bien. La prochaine fois, peut-être on va commencer quelques minutes avant, justement, pour résoudre tous les problèmes techniques, parce qu'il y en a toujours. Mais bon, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là? Donc, l'autre fois, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un groupe G, on a pris un sous-groupe distingué, et du coup, on a construit le quotient. Donc, quelque part, le sous-groupe distingué et le groupe quotient font deux blocs. C'est une décomposition du groupe G en deux blocs. Maintenant, la question pour moi, aujourd'hui, c'est la question inverse. Comment je construis un groupe à partir de deux tels blocs? Alors, on va commencer avec des choses simples, on va aller à des choses de plus en plus, on va dire, sophistiquées. Alors, la version la plus simple, vous l'avez, en fait, elle est tellement simple qu'on n'a même pas attendu ce chapitre, on vous l'a fait voir en TD. C'est le produit direct. Mais c'est vraiment très, très, très simple. Donc, bon, je vais faire vite parce que vous l'avez déjà vu. On prend deux groupes. On va les appeler K et H. Et on prend leur produit cartésien. Et ce produit cartésien, il est muni d'une loi très, très naturelle. J'applique la loi de H et la loi de K sur les coordonnées respectives. Bon. Après, méfiez-vous, parce que si jamais H il est en notation additive et K il est en notation multiplicative, ce sera un peu plus compliqué. Il y aura ici un plus, ici un fois. Bon. Mais grosso modo, on applique la loi de H sur la coordonnée de H, on applique la loi de K sur la coordonnée de K. C'est assez clair. Et donc ça, c'est le produit direct. Et je vais l'appeler externe parce que tout de suite, on verra une autre version qu'on appellera interne. Et il y a une bonne raison d'appeler les deux produits directs. Donc, pour l'instant, c'est le produit direct externe de K et H. C'est-à-dire que externe parce que bon, je prends K et H et je construis quelque chose qui est complètement en dehors de K et de H, c'est leur produit direct. Alors, ce produit direct, on peut le munir d'injection et de projection canonique. Alors, moi, je vais beaucoup plus insister sur les projections canoniques et pour des raisons, enfin, il y a vraiment de très bonnes raisons pour lesquelles je vais insister plus sur les projections que sur les injections. On arrivera tout de suite aux injections. Et voilà, et je justifierai ça, ne vous inquiétez pas. Donc, pour l'instant, il y a deux projections canoniques très naturelles. Si je prends le produit direct, je peux projeter sur H, je prends la coordonnée de H, ou je peux projeter sur K, je prends la coordonnée de K. Et là, il y a une phrase qui ne devait pas être là. Bon, c'est pas grave. D'accord, donc, ça, c'est pour moi le produit direct externe. Alors, on va passer à la page suivante. Voilà. Donc, proposition, bon, il n'y a rien de profond ici, mais c'est quand même une chose importante à dire. Ce produit cartésien muni de cette loi, c'est un groupe. Donc ça, c'est le produit direct. Le produit direct de groupe, c'est un groupe muni voilà, de la loi que je dis, d'une lettre
naturel et de l'inverse naturel. Et en plus, ces deux projections canoniques, ce sont des morphismes et ce sont des morphismes surjectifs. Alors, je vous rappelle, on a appelé ça des épimorphismes. Enfin, ce sont des morphismes surjectifs. Pi 1, c'est un morphisme surjectif sur H et pi 2, c'est un morphisme surjectif sur K. Et on arrête à 2 parce que après on peut, enfin, si on peut le faire pour 2, on peut le faire pour plus par récurrence, ou on peut faire la construction directement d'un coup pour n groupes, on peut construire le produit direct de n groupes. Mais on va rester sur 2 parce que le cas de n groupes, on l'obtient en appliquant la même construction par récurrence. Donc l'essentiel, c'est le cas de 2 groupes. Et on a des exemples, bon, on ne va pas insister beaucoup dessus. Par exemple, le plan, vu comme un groupe additif, R2, c'est juste le produit direct de deux droites. Et plus généralement, enfin, bon, bref, le produit direct, vous avez vu des produits directs, des sommes directes d'espace vectoriel. La dissection entre somme directe et produit direct, c'est une autre chose. Vous avez vu des produits directs d'espace vectoriel, et ben, par exemple, R à la puissance n plus m, en tant que groupe, c'est justement le produit direct de Rn avec Rn. OK. Alors, avant de passer au paragraphe suivant, j'aimerais faire un petit calcul. Alors, on va faire comment? Il faut ajouter une page. Hop. Non, pourquoi je... Ah, si. Hop, voilà. OK. Donc, j'ai mon groupe ici. OK. On va dire que j'ai mon groupe ici, H. Alors, attendez, je vais vous laisser prendre ça. Hop, comment on fait? Hop, voilà. H fois... Ah, ça marche mieux comme ça. H fois K. Donc, on a les deux projections canoniques sur H. Hop. Et sur K. Puis 1. Et puis 2. Très bien. Et pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment ça la chose très importante, ce produit direct avec ce deux morphismes surjectifs. Alors, pensons à... OK, écoutez, imaginons qu'on avait un autre groupe, G, et disons que G aussi avait deux morphismes, on va les appeler, mais là ce sont juste deux morphismes, tout ce que je sais ce sont deux morphismes, phi1 et phi2, comme ça. Alors, ce que je peux faire très naturellement, c'est, je peux construire un morphisme, comment je vais le faire? Non, c'est dans l'autre sens. Je peux construire un morphisme psi qui rend ce diagramme commutatif. Alors, ce sera quoi, psi? Je n'ai pas le choix. Psi d'un petit g, je n'ai pas le choix, ça doit être la paire phi1 de g, phi2 de g. Si je veux que ça commute, si je veux que le deux manières de faire... si je veux que le deux manières de faire, d'aller de G vers H soient les mêmes, il faut que la première coordonnée soit phi1. Et si je veux que les deux manières d'aller vers K soient les mêmes, il faut que la deuxième coordonnée soit phi2. Donc, en fait, il existe un unique psi qui rend ce diagramme commutatif. Et c'est un morphisme. Enfin, OK, vérifier que c'est un morphisme, il n'y a rien de profond. C'est un morphisme, c'est facile à voir. OK, donc, pourquoi je vous raconte ça? Parce que ce genre de propriété
pour des raisons qu'on ne va pas vraiment élaborer en ce moment, s'appelle une propriété universelle. Alors, je reviens à la page précédente. Qu'est-ce que je viens de démontrer? Je viens de démontrer exactement ça. Bon, les lettres étaient légèrement différentes. Alors, je vais vous donner une définition. J'ai 3 groupes, H, K et G. Et, et le groupe G, il est muni de 2 morphismes. Hop, on va faire comme ça, on va pointer. Donc voilà, le groupe G, il est muni de 2 morphismes vers H et vers K. Alors, je dis que, donc maintenant c'est un triplet, c'est un groupe muni de 2 morphismes vers H et vers K. Alors, je dis que ça vérifie la propriété universelle du produit direct. Bon, voilà, c'est un peu pour vous faire peur. Si, pour tout autre triplet, toujours du même genre, donc un groupe avec un morphisme vers H et un morphisme vers K, il existe un unique morphisme qui va dans G, qui rend le diagramme commutatif. Alors, ok, je reviens. Alors, en fait, je me rends compte que je n'ai pas utilisé la bonne, les mêmes notations. Alors, on va modifier ici un peu les notations. Alors, celui-ci, ce ne sera pas G, ce sera L. Et du coup, et celui-ci, ce ne sera pas... Ah, jolie petite... On va faire une toute petite gomme ici. Tac. On va l'appeler ρ. On va l'appeler ρ. Et voilà. Alors, ça, ce sera L. Ça, c'est G qui est égal à HK. Et ça, c'est ρ. Voilà. Maintenant, j'ai la même notation que tout à l'heure. Ah, ici aussi, il faut du coup que je gomme ça. Hop. Et on va noter ρ. Voilà. Très bien. Donc, ce que je viens de démontrer, c'est que le produit direct vérifie cette propriété universelle. C'est exactement ce qu'on vient de voir il y a un instant. Très bien. Alors, ce qui est beaucoup plus fort que... Alors, pourquoi ça a l'air super compliqué alors que la définition qu'on vous a donnée du produit direct, elle est super simple. Et là, je vous donne une définition 1000 fois plus compliquée. Pourquoi je le fais? En fait, il y a de bonnes raisons pour le faire. Parce que la définition, ce qu'on a appelé jusqu'à maintenant la définition du produit direct, en fait, ce n'est pas vraiment une définition, c'est une construction. Un algébriste, bon, un algébriste, c'est un être borné, il ne sait pas ce que c'est qu'un produit cartésien, enfin, il ne sait pas ce que c'est qu'une paire ordonnée, voilà. Ce qu'il sait, il sait ce que c'est qu'un morphisme. Et du coup, là, je vous ai donné une définition qui utilise l'unique notion que connaît l'algébriste, c'est-à-dire la notion de morphisme et de composition de morphisme. Donc, voilà. Alors, pourquoi c'est intéressant tout ça? Donc, j'ai laissé ça en exercice, mais vu le format, peut-être je vais essayer quand même de faire ça avec vous là maintenant, parce que ça va nous donner une... comment dire? Voilà, on va le faire ensemble. Donc, alors, l'exercice, il serait de dire 2 choses. D'abord, que le produit direct vérifie ses propriétés universelles, donc ça, on vient de le faire. Et la deuxième chose, que je peux utiliser cette propriété universelle comme définition dans le sens suivant. C'est que si jamais j'ai un autre groupe avec 2 morphismes, donc un autre triplet qui vérifie la même propriété, bon, c'est peut-être pas exactement le même groupe, mais il est isomorphe à mon produit, à ma construction de produits directs. Et cette, comment dire, cet isomorphisme, il est unique. Donc, pour moi, je ne peux pas distinguer les deux. Quand il y a un isomorphisme unique entre 2 structures, pour moi, c'est la même structure. OK. Alors, on va démontrer ça. Donc, voilà. Donc, on reprend. On va ajouter une page. On va ajouter une page. Hop. Yes. Donc, maintenant, on a G1
on a G1. Donc, et on a G2. Qui vérifient tous les deux la propriété universelle. Donc, G1, Phi1, Phi2 et G2, Psi1, Psi2. Ça, c'est un Phi. Hein. Vérifier la propriété universelle. OK. Et on veut montrer qu'ils sont isomorphes. Comment on va le faire? On va dire, ah, attendez. D'abord, il existe un unique morphisme ρ qui rend ça qui rend ce diagramme commutatif. Et aussi, les deux vérifient la propriété universelle, donc il y a aussi dans l'autre sens on va l'appeler comment? On va l'appeler état. Je ne sais pas, on s'en fiche. On va l'appeler état. Donc, il existe un unique ρ, il existe un unique état. Donc, ρ, il va de G1 dans G2 et état, il va de G2 dans G1 qui rendent le diagramme commutatif. C'est-à-dire tel que... c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tel que si je fais phi 1 égale ρ suivi de psi 1, phi 2 égale psi 2, et aussi pareil dans l'autre sens. Psi 1 égale phi 1 composé avec état et pareil. OK. Pourquoi ils existent et pourquoi ils sont uniques? Par théorème de... par la propriété universelle. Mais si je regarde ça, je me rends compte que si maintenant je les compose, alors je fais, par exemple, état. Donc, état composé avec ρ, ça va où? Ça va de G1 dans G1 et si je compose maintenant, je regarde ça plus ça, je me rends compte que phi 1 égale phi 1 composé avec état composé avec ρ. On va mettre ça en parenthèse. Et pareil, même argument, phi 2 égale phi 2 composé avec état composé avec ρ. Mais je sais aussi que phi 1, c'est égal aussi à phi 1 composé avec l'identité. Et phi 2, c'est aussi égal à phi 2 composé avec l'identité. Et maintenant, j'ai dit, ah, mais attendez. Ici aussi, je sais qu'il existe un unique morphisme qui rend le diagramme commutatif. Ben, je le sais, il est, parce que toujours G1 admet à la propriété universelle.
Mais maintenant, j'ai deux morphismes qui vont de G1 dans G1 et qui commutent avec, et qui respectent phi1 et phi2. J'ai d'un côté l'identité et de l'autre côté état composé avec ρ. Donc, d'après la propriété universelle pour G1, état composé avec ρ, c'est l'identité. Voilà. Et même argument, aussi, on montre exactement de la même manière, en échangeant les rôles, on montre que ρ composé avec état, c'est l'identité. Donc, ce sont des inverses, donc ce sont des isomorphismes. Donc, okay, il me faut encore une page. Et hop, donc même argument. Ρ composé avec état égale à l'identité des G2. Donc, conclusion, état, c'est ρ inverse. État et ρ sont des isomorphismes. Et l'unicité, on l'a déjà donnée. L'unicité déjà donnée par unicité donnée par la propriété universelle. OK. Bon, si vous êtes un peu perdu, ce n'est pas très, très grave. Je reviens au point de départ. La chose essentielle à retenir de tout cela, je vais rester ici un instant. La chose essentielle de retenir de tout cela, c'est que quand on pense au produit direct, au produit direct externe, il faut vraiment penser que ce n'est pas juste une construction. Je prends deux groupes et je prends des paires ordonnées. C'est une construction, mais ce n'est pas la définition, la bonne définition. C'est d'y penser en termes qu'un groupe qui admet ces deux morphismes surjectifs, ces deux projections surjectives, et qui vérifie une propriété qui dit qu'ils sont vraiment, voilà, que c'est qui identifie ça parmi tous les triplets possibles. Ok. Mais même si vous n'avez pas bien suivi, ce n'est pas grave, c'est juste pour moi la justification que vraiment ce sont les projections canoniques qui sont l'élément essentiel. Alors, on va continuer. Alors, on va étudier. Du coup, voilà. Ok. Tout ça, juste pour arriver à ce point-là, où on dit, alors on va étudier un peu ces triplets. Alors, bon, le produit cartésien, on le connaît. Regardons pi 1. Alors, quand on a un morphisme, qu'est-ce qu'on étudie? Tout d'abord, on étudie son image et son noyau. Alors, commençons par ce qui est le plus facile. Commençons par l'image. L'image de la projection canonique sur H, eh bien, c'est H. Ok, on le savait. Pas très intéressant. Alors, regardons le noyau. Alors, je vous laisse faire un calcul. Il n'est vraiment pas compliqué. Et on se rend compte que le noyau, c'est l'identité fois K. Alors, du coup, ça c'est isomorphe à K. En fait, je vais vous dire comment je trouve ces manières jolies pour trouver cet isomorphisme, pour construire cet isomorphisme sans savoir à l'avance, voilà, avec mon approche, tout ce que je connais, c'est son isomorphisme. Donc voilà, j'ai ici G égale HK, je mets deux projections canoniques, pi1 sur H et pi2 sur K, et je dis, eh ben, voilà, maintenant j'oublie comment j'ai construit, je sais juste que j'ai un groupe avec deux projections canoniques. Alors comment je fais? Eh ben, si j'ai pi1 ici, alors voilà, je peux insérer le noyau. Donc ça c'est une projection, donc on va dire c'est surjectif, on va mettre deux têtes. Ici, ce sera le noyau, ker de pi1.
Alors ça, on a dit, c'était quoi? C'était identité croix K. Et là, j'ai ker des pi 2, et c'est le même calcul, c'est h fois l'identité. Et ben, on se rend compte que si maintenant je fais j'ai un isomorphisme entre le noyau et K. Donc, pi 2, je prends pi 2 et je le restreins au ker de pi 1, c'est un isomorphisme de ker de pi 1 avec K. Et pareil pour pi 1 restreint au noyau de pi 2, ce sera un isomorphisme de ker de pi 2 avec H. D'accord? Donc, si maintenant, puisque ce sont des isomorphismes, ils sont inversibles, donc je peux aller dans l'autre sens et j'obtiens, donc je peux prendre K, vous voyez, il est ici, bon, juste pour l'application inverse, puis là, ça va ici, donc en fait, j'ai un isomorphisme de K, j'ai l'injection de K, j'obtiens l'injection de K dans G. Mais c'est vraiment, finalement, vous voyez que cette injection est tordue. C'est pas un objet naturel. Ça peut sembler naturel, mais si on voit un peu le point de vue un peu plus algébriste, c'est pas très naturel. Mais bon, voilà. Donc, on a un isomorphisme canonique entre K et le noyau de pi 1. On a un isomorphisme canonique entre H et les noyaux de pi 2. Voilà. Et voilà, on l'a écrit ici. Ça, c'est le nom pi 2. On a dit c'était l'isomorphisme entre K et les noyaux de pi 1. Donc, ce qui est écrit, voilà, ce qui est écrit ici, c'est exactement ce machin-là. Et maintenant, voilà, donc ça nous donne un prolongement canonique, mais il n'est pas très intéressant. Donc c'est le prolongement canonique, je prends un élément de K et j'associe E, enfin, si j'ai un Y dans K, j'ai EY dans H fois K, et voilà. Donc c'est un isomorphisme entre K et un sous-groupe de H fois K. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comme on a un isomorphisme tout à fait canonique entre H et le noyau de pi2, c'est-à-dire H fois E, ça c'est isomorphe à H de manière tout à fait canonique, on aura tendance en fait à faire abstraction de la distinction et dire que si j'ai un X dans H, alors c'est la même chose que X virgule E dans H fois K, et du coup H c'est un sous-groupe de H fois K, parce que je l'identifie avec H fois E. Donc ça c'est un sous-groupe de H fois K. Et en fait, je sais déjà que c'est le noyau de pi2. Donc, c'est un sous-groupe distingué. Et de la même manière, j'identifie Y avec E virgule Y, donc j'identifie E fois K avec K, et c'est un sous-groupe distingué aussi. D'accord. Donc, en fait, j'arrive à la configuration suivante. J'ai le produit direct, et dans ce produit direct, maintenant, les deux sous-groupes, les deux groupes, pardon, j'étais parti de deux groupes qui étaient juste donnés, chacun séparément. J'ai construit le produit direct. Et dans le produit direct, maintenant, je trouve deux sous-groupes du produit direct qui sont isomorphes de manière tout à fait canonique, qui sont mes sous-groupes, mes groupes de départ. Donc, je trouve mes groupes de départ comme sous-groupes du produit direct. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce qu'on vient de trouver? Alors, on va trouver une configuration en fait que j'appelle justement un produit direct interne. Pourquoi interne? Parce que maintenant,
ce ne sont pas deux groupes qui sont donnés complètement séparément et une construction explicite d'un groupe qui serait leur produit direct, mais plutôt un groupe avec deux sous-groupes de ce groupe. Donc le groupe, il est déjà donné et je trouve le produit direct, cette notion, cette idée de produit direct à l'intérieur de ce groupe qui est déjà donné. Donc, on nous donne un groupe et on nous donne deux sous-groupes. Et je veux dire qu'en fait, c'est le produit direct de ces deux sous-groupes. Alors, je le dis quand? Bon, je dis c'est un produit direct interne. Si, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il faut que l'intersection de ce groupe soit triviale, les deux sous-groupes soient triviales. Il faut que si je les multiplie, donc je prends chaque élément de H fois chaque élément de K, j'obtienne tout le groupe. Et il faut en plus une hypothèse voilà, que les deux sous-groupes commutent. C'est-à-dire que si je prends un élément de l'un et je prends un élément de l'autre, eh bien, ils commutent. Donc chaque élément de H commute avec chaque élément de K. Et si ça c'est vrai, donc je dis c'est un produit direct interne, et je le note, donc j'ai déjà utilisé la notation de produit direct sans. Donc, il faut, je deux notions de produit direct. Il faut deux notations différentes pour l'instant. Alors, je vais noter comme ça, avec un petit i en indice. On va s'en débarrasser très, très bientôt, mais pour l'instant, je vais garder ces distinctions pour ne pas se tromper. Et maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que justement, je peux me débarrasser de ce petit i parce que c'est la même chose. Alors, proposition. Je prends deux groupes et je construis leur produit direct externe. Et j'identifie H avec H fois E et j'identifie K avec E fois K comme on vient juste de le faire. Alors, avec cette identification, donc j'ai H qui est un sous-groupe de G et j'ai K qui est un sous-groupe de G et G c'est le produit direct interne de ce deux sous-groupes. Alors, si je le dis comme ça, et je regarde un peu plus, en fait, je viens de le démontrer. Donc, cette partie-là, en fait, on l'a déjà démontré. On a... Ah non, est-ce qu'on a déjà démontré? Ah non, il y a des petites choses à démontrer. Pardon. Non, on a presque tout démontré. Alors, vous savez quoi? On va, pour ne pas... On va déjà démontrer ce qui manque. Alors, on va déjà démontrer ce qui manque. Alors, déjà, preuve. Alors, on va commencer d'abord par... Alors, on a G égale H fois K. Alors, on identifie H. Donc, c'est très mauvais ce que j'écris, mais vous allez me pardonner. Donc, c'est H fois E. D'accord? Donc, c'est un G. Et c'est... Donc, c'est très mauvais ce que j'écris, mais il faut, voilà, c'est une manière de dire, on identifie H avec ce sous-groupe, et on identifie K avec ce sous-groupe. Alors, H inter K, c'est quoi? C'est tous les éléments qui ont E en deuxième coordonnée et E en première coordonnée, donc c'est celui-là. C'est-à-dire le neutre de G. Très bien. Alors ça, c'était la première chose qu'il fallait vérifier. La deuxième, c'est qu'il fallait que G soit H fois K. Alors on va faire H fois K, c'est l'ensemble de tous les X, E fois E, Y, X dans H, Y dans K. C'est l'ensemble de tous les X, Y, X dans H, Y dans K. Et ça, c'est juste H fois K. C'est-à-dire CG. Ok.
OK. Donc, on a vérifié aussi la deuxième propriété. Et pour la troisième, il faut montrer que ça commute. Et bon, donc ça c'est tac, ça c'est tac. Et il faut montrer que ça commute. Donc, soit je prends un x, donc c'est x virgule e, parce que c'est dans h. Et je prends un y, donc ce sera dans k, donc c'est e virgule y. Ah, horrible notation. Mais sinon, voilà, mais je préfère vraiment ne pas... Voilà, ok, c'est une horrible notation, mais c'est pas grave. Donc, alors, x fois y, c'est donc x e fois EY, ce sera XY. Et ça, c'est la même chose que voilà, YX. D'accord. Donc, si je multiplie un élément, si je multiplie un élément de H avec un élément de K, dans un sens ou dans l'autre, j'obtiens la même chose. Voilà, on va peut-être effacer ici et écrire ça explicitement. Tac. En fait, je ferai mieux même, et je vais effacer ça. Ça, c'est pas important. Voilà. Ça va créer moins de confusion comme ça. Voilà. Comme ça. Je prends un élément de... Je prends un élément de H, je prends un élément de K, je les multiplie d'une manière, je les multiplie, enfin, dans un sens, je multiplie dans l'autre sens, ça me donne le même résultat, c'est bon. Ok, super. Donc, la première partie, elle est bonne. Si je prends le produit direct externe, il est bien un produit direct interne. Maintenant, l'autre sens. Je veux montrer que si j'ai un produit direct interne, alors il est canoniquement isomorphe au produit direct externe. Donc, je prends un groupe voilà, avec deux sous-groupes tels que G soit leur produit direct interne. Alors, alors d'abord, je prends un membre de G. Et je veux dire qu'il s'écrit d'une manière unique comme x fois y avec x dans le premier sous-groupe et y dans le deuxième sous-groupe. Alors, on prend ça. Voilà. Maintenant, pour la réciproque. Pardon. Donc, je prends x dans... Pardon. Hop. Yes. Ah, c'est bien ce truc. Donc, je prends alors z. Ah non, c'est plus simple. Alors, d'abord, G égale HK. Donc, ça veut dire exactement tout Z dans G s'écrit comme Z égale X fois Y avec X dans H et Y dans K. C'est exactement dire que, parce que Z, il appartient à G, donc il appartient à X, à H fois K, donc il s'exprime comme un élément de H fois un élément de K. Maintenant, je veux montrer que cette manière, elle est unique. Donc, unicité. Donc, supposons
que z égale x fois y est aussi égal à x', y', avec x', donc h, y', y', donc k. Alors, ça veut dire que, voilà, ça veut dire que x fois y égale à x fois y'. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par x' inverse. Ça me fait x' inverse. C'est pas joli. Ok, on va faire x' inverse fois x et je vais multiplier par y inverse de l'autre côté. Donc, ça me fait y', y inverse. Ça, c'est un élément de H, ça, c'est un élément de K, donc ça appartient à H inter K. Or, on a dit que H inter K, c'était l'identité, on avait cette propriété aussi. Donc, x' inverse x, c'est l'identité, donc forcément, x' est égal à x, et pareil, y' est égal à y. Donc, s'il y a une telle manière, elle est unique. OK, donc on a montré, donc, je reviens, on a montré ça. Alors, tout membre de G s'écrit d'une manière unique comme XY avec X dans H et Y dans K. OK, maintenant, la deuxième chose, c'est quelle est la loi? Donc, je vais exprimer maintenant les éléments de G sous cette forme et je vais étudier la loi de G. On va ouvrir une autre page. Donc maintenant, soit maintenant, donc je prends deux éléments de G. Alors ces deux éléments de G, maintenant je sais, c'est x, y, et on va les appeler, l'autre on va l'appeler UV dans G, donc avec x et u dans H, y, v dans K. D'accord? Donc ça, c'est la manière d'écrire deux éléments de G. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Donc, on va aller calculer le produit. Alors, x, y, je vais calculer, fois uv. Alors, ça, c'est juste, bon, c'est x, y, uv, c'est égal à x, u, y, v. Pourquoi? Parce que on a dit que h et k commutent. Donc, je vais l'écrire x, u, y, v, et ça, c'est un élément de k, ça, pardon, ça, c'est un élément de h, et ça, c'est un élément de k. Donc, voilà, j'ai pris des éléments qui étaient exprimés sous la forme élément de h fois élément de k, un autre élément de h fois élément de k, j'ai calculé leur produit sous la forme élément de h fois élément de k. Et qu'est-ce qu'on constate du coup? Conclusion. L'application, donc j'ai une application de h fois k, produit direct externe, vers G, qui envoie la paire XY vers le produit XY, et ben, je viens de montrer que c'est un morphisme. N'est-ce pas? Je montrais que si je prends le produit, donc ça c'est l'image d'une paire, pardon. Ça c'est l'image d'une paire, ça c'est l'image de l'autre paire,
Et ça, c'est l'image de leur produit dans le produit direct. D'accord? Donc, je viens de montrer que ça, c'est un morphisme. Et en plus, il est bijectif d'après la page précédente, d'après ce qu'on a montré avant. Et il est bijectif. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce qu'on a montré, la propriété qu'on a montré précédemment. On a montré que chaque élément de G s'exprimait d'une manière unique en produit d'un élément de H avec un élément de K. Donc, ça veut dire exactement que c'est bijectif. Donc, c'est un morphisme bijectif. Voilà. Donc, c'est un bijectif d'après ce qu'on a montré avant. Donc, il est bijectif. Donc, c'est un isomorphisme. Isomorphisme de... Alors, on va ouvrir encore une page, je suis désolé. Hop. Donc, j'ai un isomorphisme de H fois K avec G. D'accord? Qui envoie XY à XY. Voilà. Et ça, c'est la fin de la preuve. OK, et dans l'énoncé, il y avait peut-être quelques autres détails sur l'inverse, mais je vous laisse vérifier que c'est le bon inverse. C'est facile. Donc, c'est le bon inverse. Donc, voilà. Ah oui, voilà, c'est la méthode de calculer l'inverse dans le produit direct. Ça, je vous laisse vérifier. Donc, quelle est la conclusion à tirer de tout cela? Il est quelle heure? Enfin, quelle est la conclusion à tirer de tout cela? C'est qu'en fait, le produit direct interne, si G est un produit direct interne, alors il est isomorphe à un produit direct. Il est isomorphe au produit direct externe et réciproquement, le produit direct externe, il est aussi un produit direct interne. Donc, en fait, produit direct externe et produit direct interne, ça a l'air d'être deux définitions complètement différentes, mais en fait, c'est exactement la même chose. Donc, désormais, on va plus faire ces distinctions entre produit direct externe et produit direct interne. On va supposer que nous sommes assez malins par nous-mêmes de se rendre compte si c'est un interne ou un externe, sachant qu'au final, ça ne change pas grand-chose. Je vais juste regarder est-ce que j'ai fait des exercices. Ouais. Ah oui. Non. Bon. Alors, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Ah oui. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir ou à me ralentir. Donc, c'est quand même pour moi très différent que d'écrire sur un tableau, dans le sens où j'essaie quand même de rédiger des parties à la main pour me ralentir. Je me base quand même sur les notes, donc ça va un peu plus vite qu'en cours. Si vous avez des questions, ça va permettre peut-être à ralentir et ça va aider tout le groupe. Donc voilà, n'hésitez pas. Okay. Vous êtes toujours là. Quelqu'un peut faire un signe de vie quand même? Yes. Ok, très bien. Merci. Ouais, c'est difficile pour moi de savoir si vous êtes là, je suis désolé. Donc,
Donc, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le produit direct. Mais en préparant cette notion de produit semi-direct qui est très importante, c'est une généralisation du produit direct qui est extrêmement importante. Et pour préparer ça, on va faire un petit vous pouvez appeler ça une remarque, un lemme, peu importe. Écoutez, on va faire ça sur feuille libre, comme ça va nous... hop, voilà. Comme ça va nous ralentir un peu. D'accord. Donc, alors, voilà, petite remarque. Donc soit donc j'ai un groupe HK2 sous-groupes. Et supposons, donc je vais mettre juste les deux premières hypothèses, juste les deux premières. Supposons que H inter K, c'est trivial, et H fois K, c'est tout. Alors, je vais sont équivalents. Un H et on va dire comme ça. 1 H et K commute, c'est-à-dire que si, donc c'est que x, y égale yx, quel que soit x dans K, pardon, x dans H, enfin, peu importe, j'aurais pu aussi écrire avec K, et y dans K. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que H est commutatif, ça ne veut pas dire que K est commutatif. Si je prends deux éléments de H, ils ne commutent pas entre eux forcément. Deux éléments de K ne commutent pas entre eux forcément. Par contre, si je prends un élément de H, un élément de K, alors ils commutent. Donc ça, c'est une propriété. Et l'autre propriété, c'est H et K sont deux sous-groupes distingués. Alors, preuve. Alors, on va montrer d'abord le 1 implique 2. En fait, j'ai fait ici deux hypothèses. Et en fait, pour chaque une des implications, on aura besoin d'une autre hypothèse. L'une va nous donner une implication et l'autre va nous donner l'autre implication. Alors, pour la première, je pense que c'est la deuxième propriété qu'il nous faut. Donc, montrons que 1 implique 2. Alors, bon, c'est un peu symétrique entre H et K. Donc, je vais montrer que H est distingué et on va déduire que K est distingué par le même argument. Alors, H est distingué, donc je vais prendre soit... Je prends un élément de G, donc Z dans G, et je vais étudier Z fois H, enfin, je vais essayer de conjuguer, je vais regarder le coset de H avec Z. Mais voilà, donc par hypothèse, G égale H fois K, donc ça veut dire que Z égale X fois Y avec X dans H, Y dans K. Ok, donc, ok, ça, c'est pas une très jolie manière de le dire. Ce que je veux dire, c'est que il existe tel que Z égale XY. Bon, c'est plus exact comme je le dis comme ça. Donc, soit Z dans G, donc il existe X dans H et Y dans K, tel que Z égale X fois Y. D'accord, du coup,
Alors, donc vous voyez bien que j'utilisais la deuxième hypothèse par rapport à H et K. Alors, Z fois H égale X, Y, H. Alors d'abord, on va étudier le YH. Alors, Y appartient à K. Donc ça, c'est égal à X, HY, parce que pourquoi YH égale HY? Alors, on va le faire plutôt. On va le faire comme ça, plutôt. YH égale HY, KH et K commute. Donc on prend un élément de ce machin, c'est X fois quelque chose, c'est Y fois quelque chose dans H, et c'est le même quelque chose fois Y. Donc, voilà, Z fois H égale X, Y. H égale X, H, Y. Maintenant, X appartient à H. Donc, c'est la même chose que juste HY. Et c'est la même chose que HXY, c'est-à-dire HZ. Conclusion. H, c'est un sous-groupe distingué de G, pareil pour K. Très bien. Donc ça nous montre que si on a 1, on a 2. Montrons maintenant que si on a le 2, on a aussi le 1. Ok, maintenant 2. Alors ça, c'est plus astucieux. Voilà. Alors. Alors, je prends un... Comment je vais le faire? Ok. Soit X dans H et Y dans K. Étudions le commutateur. Donc, je le note XY. C'est XY. Enfin, XY entre crochets, c'est XY, X inverse, Y inverse. Ça, c'est le commutateur. De X et Y. Je n'ai... Pardon, je viens de voir une question, je suis désolé. Vous voulez remonter où? Qui voulait démonter et qui voulait remonter 2 secondes vers quoi? La première application, oui. Pardon, j'allais trop vite, pardon. Allez-y. Hop. Ok. On peut continuer? Donc. Je ne sais pas, vous avez déjà vu cette histoire de commutateur? Je ne me rappelle plus. Bon, de toute manière, voilà, on appelle ça le commutateur. Et on va l'étudier. Alors, comment on va faire? Alors, alors d'un côté, si je regarde la deuxième partie,
Si je regarde je regarde x, pardon, je regarde y, x, y inverse. Pardon, x inverse, y inverse. Donc je regarde les trois derniers éléments. Donc ça appartient à y, h, y inverse. Or, ça, c'est égal à h. Car h est distingué. Donc, x, y, x inverse, y inverse appartient à x, h, qui est égal à h parce que x appartient à h. Même raisonnement. Donc, ça, c'est un truc. Même chose, on va faire. X, y, x inverse appartient à x, k, x inverse égale à k, toujours k, c'est un sous-groupe distingué de G. Donc, x, y, x inverse, y inverse appartient à k, y inverse, y inverse aussi appartient à k, donc c'est égal à k. Conclusion, c'est que le commutateur XY, en fait, appartient à H et à K à la fois. Et là, j'utilise ma première hypothèse, ça veut dire que c'est égal à l'identité. Donc, d'accord. Maintenant, si le commutateur est égal à E, donc on multiplie par YX par la gauche, et ça nous fait X, Y. Donc ça, c'est un indice. Donc c'est... On va faire comme ça plutôt. Donc voilà, X, Y, X inverse, Y inverse, c'est égal à l'identité. Je multiplie par Y puis par X à gauche et ça me fait XY égale YX. Donc, j'ai pris X et Y complètement arbitraire, X dans H complètement arbitraire, Y dans K complètement arbitraire, et ils commutent donc H et K. Super. OK. Donc, on te dit, vous l'avez vu. Ah, j'imagine que là, vous parlez du commutateur. Oui, très bien. Non, mais c'est une notion très fondamentale. Mais bon, voilà. Après, il faut savoir ce qu'on fait avec. Donc, vous avez du coup déjà vu que dire que le commutateur, c'est l'identité. Si seulement si, le deux machins commutent. Donc, voilà. Okay. Très bien. Donc j'ai fini la preuve. Maintenant, je reviens à ce que je voulais dire. Alors, je reviens à l'énoncé. Donc, sous les deux premières hypothèses, de la définition d'un produit direct interne, la troisième hypothèse équivalente à mes deux sous-groupes sont distingués. Donc, en fait, je peux redéfinir le produit direct interne de la manière suivante. Première hypothèse, l'intersection est triviale. Deuxième hypothèse, le produit c'est tout. Troisième hypothèse, les deux sous-groupes sont distingués. Et j'oublie la partie sur ils commutent parce que c'est la même chose. Alors, pourquoi je fais tout ça? Ça a l'air bizarre et ça a l'air compliqué. C'est plus facile de vérifier que deux choses communes. Alors, d'abord, oui et non, parce qu'on a dit ce sont des K et H sont des noyaux, des projections canoniques, et du coup, ce sont des sous-groupes distingués. On peut dire cette hypothèse, elle est plus intimement liée à cette présentation avec des projections canoniques et tout ça voilà. Il est plus intimement, voilà. Il est intimement lié au fait que je présente le produit direct comme quelque chose avec deux projections canoniques. Et il y a une autre raison pour faire ça, c'est que on va
ça va nous permettre de définir le produit semi-direct. Bon, je pense que j'allais un peu vite jusqu'à maintenant. Comme je vous dis, hein, c'est la première fois pour moi. Pour vous, le rythme, ça va, faut ralentir, faut faire 3 fois plus vite, ça va. Ça va un peu vite. Ça va, c'est parfait. Bon, tout le monde ne va pas réagir pareil, ne vous inquiétez pas. Écoutez, je vous propose, on n'est pas encore, il est un peu tôt pour le faire, mais je vous propose, j'ai l'impression quand même d'avancer très vite par rapport à ce que j'avais prévu. Non, ok, continuons. Continuons un peu et on va faire la pause tout à l'heure. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette troisième... Donc, je reviens à ce que je viens de dire, j'avais première hypothèse, il me la faut, deuxième hypothèse, il me la faut, et puis la troisième hypothèse, j'avais deux versions équivalentes pour exprimer la troisième hypothèse. L'une de ces deux manières équivalentes, c'est dire que et H et K sont distingués. Eh bien, maintenant, je vais être, on va dire, courageux, et je vais balancer en l'air l'une de ces deux hypothèses. Donc, je vais dire, voilà, donc j'arrive aux notions de produit semi-direct. Alors, on va commencer maintenant plutôt d'abord par le produit semi-direct interne et après, on verra comment on fait. On pourra aussi faire un produit semi-direct externe. Ce sera légèrement plus compliqué. Donc, on va commencer par le produit semi-direct interne. Et le produit semi-direct interne, on a déjà la définition. Donc, voilà, donc j'ai écrit une phrase là, on va la répéter. Le produit direct interne nous permet de dire que nous sommes deux de ce groupe d'une manière particulièrement simple. Il s'avère très utile d'affaiblir la définition. Comment? Je vais prendre juste la moitié de la dernière condition. Voilà. Donc, je vais dire que donc j'ai un groupe G. J'ai deux sous-groupes. Et je vais dire que G est le produit semi-direct interne de H avec K. Il y a une question d'ordre, on va insister dessus pour l'instant, d'accord? Si, d'abord les hypothèses. Donc, produit et intersection triviale, produit c'est tout, et seulement l'un de ces deux groupes, l'un de ces deux sous-groupes, j'exige qu'il soit distingué, et pour l'autre, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, je ne sais pas, je ne le demande pas. Alors du coup, le rôle de H et de K ne sont plus symétriques, ils ne jouent plus le même rôle, donc il y a un sens. Alors, si vous voyez bien ici, j'ai pris le symbole pour le produit direct, hein, j'ai fait produit direct, et puis j'ai ajouté un trait ici. Du coup, ça me fait un triangle. Est-ce que j'arrive à le faire? Hop, ça me fait un triangle. Ouais. Du coup, ça me fait un triangle. Et le triangle, il pointe. C'est le même triangle que le triangle ici. Il pointe vers H. Donc, le triangle pointe... Voilà, vous avez le triangle pointe... Non, c'est pas ça. Voilà, le triangle, il pointe ici comme il pointe là. Le triangle complet, voilà, le triangle complet, il pointe ici comme le triangle complet, il pointe là. Paf. Voilà. Ah. C'est ça. Donc, notez bien dans cette notation, le triangle pointe vers H. On pourrait également définir le produit semi-direct dans l'autre sens en remplaçant l'hypothèse. Si j'écris ça, c'est que ce n'est pas H qui a un sous-groupe
distingué, mais c'est K qui a un sous-groupe distingué puisque le triangle pointe vers K. D'accord? Donc ça, je pense, côté notationnel, il faut juste s'y habituer un tout petit peu, mais la notation, elle est faite pour que ce soit facile de retenir. Voilà. Et je vois que là aussi, j'ai une phrase en trop. Bon, il faudra que je nettoie un peu le fichier. Ok. Alors, on va faire une remarque un peu... Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette remarque? Donc, je prends... Ah oui, je vais essayer juste de comprendre un peu ces différentes hypothèses. Donc, je prends deux sous-groupes et je suppose que le sous-groupe H, il est distingué. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exactement que son normalisateur, c'est G. Donc, vous vous rappelez bien, j'espère, le normalisateur, c'est NG de H, c'est tous les G dans G tels que GH, G inverse égale H. Donc, dire que H est distingué, c'est exactement dire que tous les éléments de G appartiennent au normalisateur. En particulier, K, il serait un sous-groupe du normalisateur, vu que c'est un sous-groupe de G, G égale le normalisateur. Réciproquement, si vous revenez au deuxième théorème d'isomorphisme, si K il est un sous-groupe du normalisateur, alors H c'est un sous-groupe normal du produit H fois K, qui est égal à K fois H. Et on sait d'ailleurs, enfin, l'autre hypothèse, c'est que H fois K est égal à G. Hein? Ah oui, pardon. Donc, on a H, c'est un sous-groupe distingué de H fois K. Donc, si jamais on savait en plus que H fois K était égal à G, alors H serait un sous-groupe distingué. Conclusion de tout cela, c'est que dans la définition précédente, je peux remplacer G égale H fois K par G égale K fois H, et je peux remplacer la condition H distinguée dans G par K, c'est un sous-groupe du normalisateur. Est-ce que c'est bien utile? Alors, voilà, je vais l'écrire. On peut remplacer ça où G égale K fois H. L'ordre n'est pas important. Et ici, je peux remplacer ça par où, alors, K est un sous-groupe de NG de H. Ça me donne exactement la même définition. C'est ça que je veux traiter. Mais c'est plus facile de l'exprimer. C'est plus facile de l'exprimer sous cette forme. Bon, pas bon. Donc, voilà, du coup. Donc, on arrive au grand lemme du produit. Pourquoi j'appelle ça un lemme et non une proposition? Écoutez, donc là, c'est le grand lemme du produit semi-direct. Je pense que c'est mieux qu'on laisse ça pour... Il est un peu technique. Je ne veux pas dépasser dans la pause, dans le temps prévu pour la pause, et plutôt comme on a déjà couvert pour moi pas mal, on va faire la pause maintenant, et on va faire ça tout de suite après la pause.
Voilà, donc du coup, on va prendre 15 minutes, on va reprendre à 9h30, 9h31. On va faire une petite pause. Voilà. Si vous avez des questions, donc moi je vais couper mon micro. Si vous avez des questions pendant la pause, posez-les dans le chat, enfin personnel ou non, enfin peu importe. Et on reprend vers 31.